Quand on prépare son alia, il y a forcément une question qui revient sans cesse. Comment ça se passe, la fiscalité en Israël pour les nouveaux immigrants? Aujourd'hui, on va bien au-delà de la simple réponse. On va voir ensemble comment transformer ce qui peut paraître un vrai casse-tête en une opportunité financière incroyable. Faire son AIA, c'est se lancer dans une aventure, un vrai projet de vie rempli d'espoir et d'attente. Mais bon, derrière toute l'excitation de ce nouveau chapitre, il y a une réalité bien plus terre-à-terre, celle des chiffres, de l'administration, des papiers. Et c'est exactement là que tout se joue. Il y a cette tension permanente entre l'enthousiasme du projet et, de l'autre côté, les défis financiers et administratifs qui peuvent vite devenir complexes. Et la fiscalité, eh bien, elle est en plein milieu de tout ça. Alors le point qu'il faut absolument saisir, c'est celui-ci. La loi israélienne est incroyablement généreuse avec les Olim Hadashim. Vraiment. Mais, et c'est un grand mais, cette générosité est un peu cachée dans un système assez complexe. Sans un bon guide, on peut facilement passer à côté d'avantages énormes, ou pire, faire des erreurs qui coûtent cher. Allez, entrons dans le vif du sujet. Quel est cet avantage fiscal si spectaculaire qu'Israël offre? C'est ce qu'on pourrait appeler la fenêtre dorée. Une période, une opportunité en or qu'il ne faut surtout pas rater. 10 ans. Il faut bien graver ce chiffre dans sa tête. C'est la durée de l'avantage fiscal le plus puissant qui existe pour un nouvel immigrant. Pendant une décennie entière, le statut fiscal dont on bénéficie en Israël est tout simplement exceptionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est aussi simple que puissant. Pendant ces 10 ans, tous les revenus qui proviennent de l'étranger sont totalement exonérés d'impôts en Israël. Zéro impôt sur le revenu israélien sur ces gains-là. Et quand on regarde ce que ça couvre, c'est juste énorme. Ça inclut les loyers d'un appartement à l'étranger, les dividendes de sociétés étrangères, les intérêts sur des comptes en banque et même les plus-values quand on vend un actif hors d'Israël. Le champ d'application est vraiment très très large. Et là, attention, il y a un double avantage qui change absolument tout. Non seulement il n'y a pas d'impôt à payer, mais en plus, il n'y a même pas besoin de déclarer ses revenus et ses actifs étrangers au fisc israélien. C'est un gain de temps monumental et ça garantit une confidentialité totale sur le patrimoine international. Mais l'histoire ne s'arrête pas après ces 10 ans. Le système a d'autres cartes dans sa manche, d'autres avantages clés qui ont, eux, des calendriers différents. Regardons ça de plus près. Cette chronologie, elle résume parfaitement la situation. On a d'abord des points de crédit d'impôt en plus qui réduisent l'impôt sur les salaires israéliens pendant les 42 premiers mois. Ensuite, une taxe d'acquisition bien plus basse si on achète un bien immobilier, valable pendant 7 ans. Chaque avantage a sa propre durée de vie, sa propre fenêtre d'opportunité. Bon, connaître tous ces avantages, c'est une chose, c'est la base. Mais le vrai enjeu, c'est de les sécuriser et de les optimiser au maximum. Et pour ça, il faut passer de la simple information à la stratégie. Pour faire ce saut de la connaissance à l'optimisation, il faut adopter la mentalité d'un architecte financier. L'idée, ce n'est pas de réagir aux événements, mais de concevoir de manière proactive une structure financière sur mesure qui va tirer le meilleur parti de chaque avantage disponible. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. Une bonne planification fiscale. Ça ne commence pas le jour où on atterrit à Ben Gourion. Non, non. Les décisions qui ont le plus d'impact, celles qui peuvent faire économiser des sommes colossales, elles se prennent bien avant même de faire ses valises. Alors, comment ça marche concrètement, ce travail d'architecte? Le processus est assez logique. Tout commence par une analyse complète du patrimoine et des revenus avant l'ALIA. Ensuite, on structure les actifs pour qu'ils s'intègrent parfaitement dans le cadre fiscal israélien. Après, on réfléchit au meilleur moment pour vendre un bien ou en acheter un autre. Et enfin, on s'assure que tout est bien aligné avec les lois du pays d'origine pour éviter, bien sûr, la double imposition. Finalement, pour aborder cette nouvelle vie, il y a 2 chemins possibles. Et le choix qu'on fait au tout début a des conséquences directes et très concrètes sur la manière dont on va construire son avenir financier en Israël. Le contraste est saisissant. D'un côté, un chemin semé d'embûches, d'erreurs coûteuses, de stress et au final, de beaucoup d'argent perdu. De l'autre côté, des économies bien réelles, la tranquillité d'esprit d'être en règle et un capital disponible pour être réinvesti dans sa nouvelle vie. Le choix de la route à prendre est donc assez clair. Il faut vraiment voir les choses sous cet angle. Anticiper sa fiscalité, ce n'est pas une dépense. C'est en réalité le tout premier investissement qu'on fait pour garantir le succès et la stabilité de son intégration en Israël. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. La question finale à se poser est donc simple. Puisque la fiscalité est un des piliers de cette nouvelle vie, est-ce que ce pilier est construit sur du sable ou sur du roc? Toute la sérénité du projet d'Alia en dépend.